Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes députée Renew au Parlement européen, membre du parti Horizon, diplomate. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans au ministère français des Affaires étrangères et vous avez été ministre des Affaires européennes de 2017 à 2019. Vous êtes l'une des rares responsables politiques françaises à parler plusieurs langues, dont le mandarin, autrice de plusieurs ouvrages, dont Choisissez tout en livre de poche, et puis La guerre qu'on ne voit pas venir aux éditions de l'Observatoire, et toujours aux éditions de l'Observatoire, Aux armes européens, à paraître au mois de février. Mais avant de commencer notre entretien, vous vouliez revenir sur les dernières déclarations du président américain Donald Trump sur le Groenland. Oui, parce que ces déclarations montrent la bascule dans laquelle on est. Beaucoup, notamment en Europe, ont voulu penser qu'un deuxième mandat de Donald Trump ressemblerait au premier et que, en quelque sorte, l'Alliance atlantique ne changerait pas fondamentalement. Et aujourd'hui, les mêmes cherchent la bienveillance américaine comme on regarde une étoile qui brille encore alors qu'elle est morte. Quand un président des États-Unis explique qu'il veut s'accaparer le territoire d'un État européen, y compris s'il le faut par une action militaire, on a changé de monde. On a changé d'époque, on a changé d'équilibre géopolitique depuis 1945. Et que pensez-vous de la proposition, par exemple, de réunion du Conseil européen au Groenland même? Symboliquement, pourquoi pas? C'est une marque de solidarité. Moi, je me suis rendue avec des parlementaires européens, j'ai passé une semaine au Groenland au mois de septembre 2025, à la fois pour marquer notre solidarité, puis aussi pour essayer de comprendre ce territoire et ceux qui l'habitent, 57 000 personnes, mais qui ont un avis sur la question. Et leur avis, c'est ils sont indépendantistes, très majoritairement, ils n'ont aucune envie d'être avalés par les États-Unis. Il faut savoir que, par exemple, avant la venue un peu ratée de J.D. Vance au Groenland, le fils de Donald Trump, Don Jr., et Charlie Kirk, cet influenceur qui a été assassiné dans des circonstances épouvantables, mais qui lui-même était un idéologue de la sphère MAGA, s'était rendu au Groenland pour essayer de gagner les cœurs des Groenlandais. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait à la méthode des Yankees. Ils sont arrivés et ils ont distribué des billets de banque dans les rues de Nuuk, la capitale du Groenland. Autant vous dire que les Groenlandais ont eu l'impression qu'on leur agitait de la verroterie sous le nez et qu'on les prenait pour des sauvages. Ça s'est très mal passé. Alors, très bien, une réunion du Conseil européen pour le symbole, mais ce n'est pas de symbole dont se nourrit Donald Trump, ce n'est pas ça qu'il comprend. Ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'il y aurait des conséquences lourdes s'il poursuivait son idée de s'accaparer le Groenland. Et ces conséquences, elles peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être commerciales. Les entreprises américaines, notamment les plateformes, qui font un des bénéfices considérables en Europe, pourraient se voir fermer le marché européen. Nous devons, dès maintenant, passer le message que ce type de comportement n'est pas gratuit et que le peuple américain, les élus américains, feraient bien de faire réfléchir le président américain. Venons-en à notre entretien consacré au changement dans la vie. Vous avez écrit un livre, Choisissez tout, avec en sous-titre « Donner envie à toutes les femmes d'oser, de rêver et de changer le monde ». Pourquoi ce titre, Choisissez tout? Alors, c'est un titre qui m'est venu d'une phrase attribuée à Sainte Thérèse. Vous allez me dire quel rapport avec moi. Mais j'avais trouvé cette phrase de cette petite Française qui est devenue une sainte incroyable parce que elle avait dit « je choisis tout ce que Dieu me donne ». Et elle l'avait dit dans son enfance, quand on lui reprochait de tout vouloir. Et combien de fois est-ce qu'on reproche à une petite fille, en fait, d'en vouloir trop, parce qu'elle en voudrait autant que les hommes? Et je m'étais dit, Sainte Thérèse ne s'est pas rendue compte qu'elle avait eu une phrase féministe.
Et petite fille, collégienne, puis lycéenne, vous avez été une élève très brillante, vous avez sauté 2 classes, Oui. vous viviez dans un milieu familial aisé, mais vous dites que vos parents n'avaient pas réellement d'ambition pour vous. J'étais dans l'ombre de mon frère. Ouais. Vos amis et vos jeux étaient plutôt ceux des garçons. Alors ça a été pour vous un handicap ou une aide? Ça a été une chance. Ça n'était probablement pas pensé comme ça. Mais quand vous êtes à ce point, mes enfants diraient quand on ne vous calcule pas. Alors soit vous disparaissez vous-même, soit vous tracez votre propre chemin sans que personne ne s'en mêle. Et c'est ce que j'ai fait en réalité. Quand mon frère avait des cours de piano, parce que c'était l'enfant roi, c'était le garçon, c'était l'aîné. Moi, on m'asseyait dans un coin parce qu'on ne savait pas quoi faire de moi. C'est comme ça que j'ai appris à jouer du piano. J'ai appris à lire et à écrire plus tôt parce qu'on me disait ne fais pas de bruit, ton frère lit. Donc je me suis dit ça a l'air pas mal. Et ça m'a donné une grande liberté. Et vous contestez dès le plus jeune âge l'éducation genrée? Oh, écoutez, d'abord je crois que j'avais fait quand même un sale caractère et je plains beaucoup mes parents. Et puis, oui, je trouve que les parents, mais aussi les professeurs, involontairement, inconsciemment, assignent des comportements différents aux petits garçons et aux petites filles. On dit toujours, quand vous entrez chez des amis et qu'il y a des enfants qui vous accueillent, malgré vous, vous risquez de dire aux petits garçons, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quel sport tu fais? Et puis à la petite fille, vous allez lui dire qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée, et vous allez la remercier parce qu'elle va vous servir quelque chose. Donc vous allez lui assigner un rôle assez décoratif et un rôle serviable. Et le petit garçon, vous allez le valoriser s'il a fait des découvertes. Et un enfant veut plaire aux adultes. Et il veut être conforme à ce qu'on attend de lui. Et très souvent en classe, je me souviens des professeurs de mes enfants, alors j'ai 4 garçons, je plains les professeurs, mais qui disaient oh, la classe est sympathique, le problème c'est que il y a trop de garçons, ils font beaucoup de bruit. Les filles, c'est bien parce que c'est sage. Bon, si vous vous conformez aux attentes des profs, vous allez être sage toute votre vie, il ne va pas se passer grand-chose. Alors très vite, vous vous rebellez contre le modèle scolaire, à la fois normatif et parfois démotivant, voire humiliant. Au lieu de peut mieux faire, vous préférez le yes we can. Vous dites, on dit que l'on demande trop à l'école, mais je pense que l'école demande énormément aux mères. Expliquez-nous. Alors l'école et puis la société. Moi j'ai été frappée par le fait qu'au moment où les femmes s'étaient libérées par la contraception, s'étaient libérées par, j'allais dire, la facilitation de la vie quotidienne entre ce que ma grand-mère ou ma mère avait à faire et ce que j'ai à faire dans une maison. L'électroménager, c'est idiot, mais c'est quand même beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite. Donc c'était un moment de libération, on gagnait du temps et d'un seul coup, la société a réinventé des normes, notamment les magazines féminins, qui sont pour moi une puissance normative terrible, parce qu'on vous dit qu'il faut être parfaite en tout. Qu'il faut être belle, qu'il faut être mince, qu'il faut être bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, bonne mère, puissante, etc. Bien sûr, ça n'existe pas. On vous vend un avatar d'intelligence artificielle. Et vous lisez ça, vous avez envie d'y arriver. Vous voulez être ça, et puis comme c'est pas possible, vous regardez la page en face, c'est une publicité. Et en gros, on vous explique en sous-titre que pour être ce qu'on vous assigne, il faut avoir ce qu'on essaye de vous vendre. Et c'est une aliénation terrible. Moi, j'ai compris que je pouvais tracer mon chemin quand j'ai renoncé au perfectionnisme. J'ai été forcée d'y renoncer parce que j'ai 3 enfants en 16 mois. Et à partir de là, tout ce qu'on m'expliquait, là encore dans les manuels pour être une mère parfaite, était complètement inapplicable. J'avais un aîné et 16 mois après des jumeaux. Les nuits ne ressemblaient à rien parce que tout le monde se réveillait n'importe quand. Je mettais des post-it partout, à manger, à bu, à être échangé. Et puis, quand on me disait il faut nourrir les jumeaux à la demande, je dis mais vous voulez ma mort? S'il y en a un qui se réveille, je vais réveiller l'autre. Ça sera quand même un peu moins pire.
Et à partir du moment où je me suis aperçue que rien n'était parfait, mais que nous étions tous heureux, je trouvais que c'était pas mal comme objectif dans la vie. Et puis les failles, ça peut aider aussi. La perfection, ça écrase. À l'âge de 19 ans, vous trouvez un emploi dans le milieu de la mode et de la haute couture et vous apportez une robe à Marlène Dietrich, avenue Montaigne, c'est ça? J'oublierai jamais. La voix. Et surtout, vous découvrez donc un milieu d'exploitation des femmes transformées en objets et vous écrivez « Aux mannequins, on ne demande que leur corps, aux couturières, on ne demande que leurs mains ». Ça a été une première prise de conscience féministe chez vous, Nathalie Loiseau? J'ai pas mis le mot de féminisme, mais je me suis aperçue que nous étions vraiment secondaires dans ce monde-là qui en principe tournait autour de la femme. Effectivement, j'ai vu des mannequins, certaines inspirantes, vraiment Inès de la Fressange, avec son panache, son humour, sa gouaille, je dirais presque, et son naturel, mais d'autres qui étaient évidemment très anorexiques, évidemment très perdus dans ce monde où on les utilisait comme objets. Et puis tout le reste, eh bien, on était là pour servir la cause d'un génie stylistique. Mais franchement, on était quand même un peu de trop. Et j'en suis partie notamment à cause de ça. Je me disais, mais je me sens transparente, je me sens exploitée et je ne me sens jamais valorisée. Et aux jeunes filles, notre société libérale, dominée par les hommes, présente deux modèles surmédiatisés. Alors vous en avez parlé, le mannequin anorexique et la danseuse dominant, maltraitant son corps, ou bien la femme enfant maquillée. J'ai fait beaucoup de danse et j'ai beaucoup maltraité mon corps. Dans la danse classique, c'est souvent le cas. La femme enfant maquillée, séductrice, affichant un corps qui n'est pas le sien avec la minceur comme modèle. Vous dites, on nous a inculqué, il faut souffrir pour être belle. Vous dénoncez l'esclavage volontaire de beaucoup de femmes? Alors il est volontaire, il n'est pas forcément conscient. Et je ne veux pas culpabiliser les femmes, mais je leur suggère de prendre un peu de recul et de se demander si elles pensent gagner cette course contre le temps, contre les kilos, contre leur propre regard qui sera toujours sans concession, ou si s'accepter, qui est aussi une manière d'accepter les autres, n'est pas une démarche un peu plus enrichissante, un peu plus épanouissante. Et je suis frappée parce que à travers le monde, on voit très bien l'aliénation des femmes chez les autres. Et moi, j'ai eu le privilège de vivre et de voyager dans beaucoup d'endroits dans le monde. J'ai été horrifiée par les mutilations génitales, par exemple, surtout horrifiée de découvrir qu'elles étaient beaucoup plus générales que je ne l'avais imaginé. Je suis toujours troublée par les questions relatives au voile, et troublée qu'on en fasse une obsession, et rarement de la barbe de l'islamiste. C'est-à-dire que c'est encore la femme à qui on assigne ce qu'elle doit ou ce qu'elle ne doit pas faire. L'homme est beaucoup plus libre. Mais chez nous, est-ce qu'on a libéré les femmes? Est-ce que entre la femme en niqab et la femme liposucée, botoxée, refaite, laquelle est libre? À mon avis, aucune des deux. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, vous comprenez que certaines aient choisi le foulard plutôt que l'anorexie. Alors, c'est très compliqué la question du voile. J'ai vécu dans plusieurs pays musulmans et j'ai donc eu des amis qui étaient voilés, pas voilés, dont la sœur était voilée, s'était dévoilée, s'était revoilée. Enfin bref, tout ça existe. Oui. Et il y a des milliers de raisons qui sont souvent individuelles, qui peuvent relever de la volonté de s'émanciper, ce qui paraît paradoxal, mais j'ai vu des jeunes femmes, par exemple dans des universités techniques au Maroc, porter le voile pour ne pas être harcelées. Alors le voile était une protection contre la concupiscence des hommes. On préférerait que les hommes s'empêchent, comme dirait Camus, plutôt que les femmes ne se couvrent. Mais elle ne le faisait pas pour le plaisir ou pas par idéologie, elle le faisait par protection, pour pouvoir faire des études. J'en ai vu qui l'ont fait parce qu'elles étaient en deuil. J'en ai vu qui l'ont fait pour, pardon de le dire, emmerder le monde. J'ai vu des femmes décider qu'une fois qu'elles étaient voilées, elles passaient devant tout le monde
en faisant la queue dans les magasins, dans les services. Elles donnaient des leçons aux autres. Elles étaient un peu désagréables parce qu'elles avaient acquis une espèce d'autorité morale. Donc j'ai vu tous les genres, mais j'ai aussi beaucoup vu celles qui ne choisissaient pas de se voiler. Ah oui, ça n'a jamais été quand même un objet d'émancipation pour les femmes, le Alors, voile. la Dans les réalité, religions, c'est que s'excuser d'avoir un corps, moi je voudrais quand même qu'on s'intéresse davantage à ce que les hommes s'excusent de voir un sexe au lieu de voir une personne. Tout macho a une maman. Et donc c'est à nous les mères d'éduquer nos fils pour qu'ils respectent les femmes. Et après, si elles veulent couvrir leurs cheveux ou pas, ça devient une autre histoire. Mais ça n'en est pas une. Et au moment où nous parlons, il y a des manifestations en Iran. Et non, contrairement à ce que certaines ici, confortablement en Europe, veulent dire, elles ne manifestent pas pour le droit de porter ou de ne pas porter le voile. Elles manifestent pour qu'on leur fiche enfin la paix. Le grand changement dans votre vie est venu de vos 26 ans de carrière professionnelle comme diplomate, notamment en Indonésie, au Sénégal, au Maroc et puis aux États-Unis. Vous avez vu le machisme, le patriarcat, la polygamie, les violences faites aux femmes, mais vous avez aussi connu des femmes exceptionnelles, militant pour leur dignité et leur libération. Vous avez beaucoup d'amis et vous dites des sœurs. Ça a changé votre façon de voir et d'agir ? Complètement. Complètement, parce que j'ai été élevée, vous l'avez dit, avec un frère. Je n'avais que des cousins. Et j'ai été mise, parce que mon frère y allait avant, dans des écoles qui ouvraient à peine à la mixité. Donc j'ai été entourée de garçons, et un peu garçons manqués, il faut bien le dire, dans mon enfance. Donc le féminisme, tout ça, je ne voyais pas trop le sujet. Et puis j'ai commencé à avoir des sœurs ailleurs dans le monde, et j'ai commencé à comprendre tout ce qu'on avait en commun, même si nos visages ne se ressemblaient pas, même si nos trajectoires paraissaient différentes. On riait des mêmes choses, on se mettait en colère pour les mêmes raisons, on avait des complicités incroyables, et là je suis vraiment devenue féministe. Et vous reconnaissez qu'il y a eu quelques progrès en matière d'égalité, mais que le chemin reste notamment long chez les responsables politiques et la haute administration. La double journée de travail, c'est toujours pour les femmes, y compris en France. Les hommes défendent leur place. Et vous dites, les femmes n'ont jamais pris le travail des hommes, pas plus que les immigrés ne prennent celui des Français. Élargir les droits ne se fait au détriment de personne. Vous ne vous faites pas que des amis dans la classe politique avec de pareils propos? Écoutez, c'est pas le sujet. J'ai la chance d'être devenue un personnage un peu public. Et quand on a cette chance, on essaye de mesurer la responsabilité qu'on porte. Et on essaye de porter la voix de celles qui n'ont pas accès aux micros et aux caméras, de celles et de ceux. Et quand je dis de celles et de ceux, je le crois vraiment, parce que j'ai vu, par exemple, au Quai d'Orsay, qui a été très longtemps une administration très machiste. C'est pas la seule. On dit toujours, alors vous avez été dans l'administration la plus machiste de France. Non, j'ai parlé de ce que je connaissais, mais des milieux machistes, il y en a quand même pas mal, par ailleurs. Partout. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'en portant des préoccupations qui étaient celles des femmes, j'autorisais une conversation qui rendait service aux hommes aussi. Quand on évalue la valeur de quelqu'un à son présentéisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on vous dit que quelqu'un est formidable parce qu'il est toujours disponible, d'accord, il est là, mais est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est une valeur ajoutée ? Est-ce qu'il ou elle sait organiser son travail, choisir ses priorités ? Pas forcément. L'avantage quand vous êtes une femme et que vous posez ces questions, et que vous avez atteint le niveau qui vous autorise à le faire, c'est qu'on se dit, oui, c'est vrai, forcément, elle a une deuxième journée derrière. Alors que si un homme voulait mettre ça en avant, on lui dirait, mais comment ça, tu n'es pas adapté au monde dans lequel tu prétends évoluer. Donc je me suis fait quand même beaucoup d'alliés et beaucoup d'amis chez les hommes qui sentaient que je portais pour eux une cause qui était importante. J'ai eu une expérience assez unique. Je suis allée au Japon, après la sortie de Choisissez tout, à la demande du Premier ministre de l'époque, Shinzo Abe, qui voulait convaincre les femmes, mais surtout les hommes, que les femmes devaient accéder au marché du travail.
parce que la main-d'œuvre diminuait et que l'horreur absolue pour le Japon aurait été de faire venir des immigrés. Vous connaissez la mentalité japonaise. Donc, ils étaient prêts, tant qu'à faire, de 2 mots, entre la peste et le choléra. Bon, les femmes, peut-être, mais enfin quand même. Et donc, j'ai fait une tournée de conférences au Japon pour expliquer mon livre et pourquoi la place des femmes dans le monde du travail était la leur et qu'elles ne prenaient la place de personne. Et pour la première fois, je faisais des conférences dans des salles où il y avait 95% d'hommes. Donc quand je poussais la porte et que je voyais le public, je me disais, bon, il faut quand même que j'arrive à les convaincre. Ils sont là parce qu'on leur a dit qu'il fallait venir. Et ils doivent se dire que c'est sacrément rasant d'écouter une Française qui leur parle de féminisme. Donc en général, je commençais par leur demander à eux tout ce qui leur cassait les pieds dans les codes du monde professionnel japonais. Et on ne les arrêtait pas. Ils en avaient assez de devoir aller boire un verre le soir au bar avec leur supérieur hiérarchique. Ils en avaient assez de ne jamais voir leurs enfants, etc., etc. Donc, je laissais le déversoir se produire. Puis au bout d'un moment, j'arrêtais. Je disais, merci, c'est très intéressant, j'ai beaucoup appris. Maintenant, il me reste à vous dire que ce que vous vivez n'est pas drôle, mais que pour les femmes, c'est pire. Et là, il y avait un début de conversation. Et ils réagissaient plutôt positivement? Ils réagissaient plutôt positivement, même si on sentait qu'on était au tout début. Quand j'expliquais que les femmes pouvaient aussi accéder au monde du travail, les premières remarques étaient toujours très bien, mais qui va me faire mon déjeuner? Donc il y avait encore un peu de travail. Et vous appelez aussi les femmes à rejeter ce que vous qualifiez le syndrome de la belle au bois dormant. C'est quoi ce syndrome? C'est d'attendre le moment magique. Soit le prince charmant, soit dans le monde professionnel, attendre qu'on vous reconnaisse. Je n'ai jamais vu attendre un homme attendre qu'on le reconnaisse. Oui. Je l'ai toujours vu toquer à la porte en expliquant qu'il était la bonne personne. Il se trouve que j'ai été DRH et que je me suis livrée à un exercice qui consistait à savoir qui était recommandé par qui pour une promotion tous les ans. Et donc j'ai pris les piles de recommandations que je recevais, et j'ai fait une pile pour les hommes qui étaient recommandés, et une autre pour les femmes. Celle pour les hommes est tombée tellement elle était haute, celle pour les femmes n'a pas dépassé quelques centimètres. Et là je me suis dit, il y a quand même un problème. Et donc j'ai appelé quelques femmes en leur disant, mais tu n'aimerais pas qu'on te recommande? Oh si, j'adorerais. Mais tu n'as pas demandé? Oh ben non. J'ai dit, mais tu sais, à peu près tous les hommes de ton bureau l'ont fait. Et elles attendaient que... Le feu vert d'un homme. D'une certaine manière, la validation masculine. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu besoin de validation masculine pour me sentir légitime à faire un certain nombre de choses, donc je ne les critique pas. Mais il y a eu des choses plus dures que j'ai entendues et qui m'ont fait réfléchir. J'ai eu des femmes qui m'ont dit « Je ne peux pas faire campagne, je ne peux pas me vendre, parce que se vendre, c'est se prostituer. » Et ce n'est pas elles qui pensaient ça. C'est ce qu'on leur renvoyait comme image à partir du moment où elles devaient faire cette démarche, et en particulier auprès d'un homme. Votre vision n'est ni corporatiste ni communautariste. Vous dites que les femmes et les homosexuels peuvent encore apporter à l'ensemble de la société tant qu'ils demeurent minoritaires. Ce qu'ils peuvent apporter, c'est le souffle du changement. Quel changement? Je crois profondément qu'on est toujours pertinent quand on est impertinent. C'est-à-dire quand on ne correspond pas au moule. Je pense qu'un milieu où il y a une très forte domination d'un genre sur un autre est par essence conservateur. Et d'ailleurs, les milieux très féminisés, professionnellement, tout ce qu'on appelle le care, le soin est d'abord un milieu féminin, l'enseignement aussi, la magistrature, paradoxalement, sont des milieux qui sont d'une certaine manière, qui ont du mal à rafraîchir le disque dur, parce que dès lors que tout le monde se ressemble, on s'auto-entretient dans une culture qui ne se confronte pas à des visions différentes. C'est la raison pour laquelle je crois à la diversité. Vous avez raison de dire que je déteste le communautarisme, que je suis profondément universaliste, que je crois profondément
à la nécessité de protéger les droits de tous à parts égales, mais qu'à chaque fois que quelqu'un arrive qui ne coche pas les cases, il apporte un regard différent. Et si on veut, comme on le dit, valoriser l'innovation, valoriser l'adaptation, ben, il faut quelqu'un qui vienne bousculer vos idées reçues. Vous parlez aussi de l'entre-soi également dans le milieu de Oh, et j'en parle volontiers en France, parce qu'on est assez champion de tout un tas d'entre-soi. J'ai dirigé l'ENA, donc j'ai dirigé, j'allais dire, la fabrique d'un certain entre-soi de hauts fonctionnaires, d'un certain entre-soi de grands corps que je connais par cœur, dont je respecte beaucoup de membres qui sont des grands serviteurs de l'État, des grandes intelligences. Mais quand ils ne se sont pas frottés à autre chose, quand ils sont restés dans ce que un grand vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, appelait le bassin à truites. Il disait il faut de temps en temps réoxygéner le bassin à truites. Eh ben, ils finissent par manquer d'oxygène. Et lui-même le reconnaissait. Et pourquoi je dis un grand conseiller d'État? Parce que cet homme qui est l'archétype du grand serviteur de l'État classique, si vous le regardez, si vous le voyez, si vous l'entendez, vous avez l'impression d'un De Gaulle du Conseil d'État. C'est aussi l'homme qui a présidé la commission qui luttait contre les violences sexuelles dans l'Église. Et qui l'a fait avec un courage absolument digne d'éloge. Alors, vous êtes catholique, pratiquante, Ouais. progressiste. Que pensez-vous justement de la position de l'Église, par exemple, sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, le mariage pour tous, et même au-delà de la place des femmes au sein de l'Église? Alors, je ne suis peut-être pas une catholique très catholique, si j'ose dire. Peut-être que quelque part en moi, de même que je pense que je dois avoir... dans une autre vie, je devais être scandinave ou balte. J'aime beaucoup la mentalité que je trouve dans ces pays-là. J'ai dû être protestante dans une autre vie. J'ai un rapport à la foi qui est un rapport au texte d'abord, à l'évangile d'abord. Et ce que je ne trouve pas dans l'évangile, je ne suis pas sûre d'avoir envie qu'un prêtre me l'impose. Je n'ai pas bien vu dans l'évangile que une IVG était contraire à la loi du Seigneur. D'abord parce que je sais d'expérience, pas personnelle mais autour de moi, qu'un avortement est toujours un drame pour celle qui y a recours. Et que l'avortement a existé depuis que le monde est monde. Que ce pourquoi je milite, c'est que toutes les femmes dans le monde puissent avoir droit à l'accès à l'avortement légal et sûr, mais pas comme un luxe, comme quelque chose à quoi elles peuvent être confrontées. Sur le mariage pour tous, je n'ai pas lu que Jésus-Christ nous ait dit quoi que ce soit là-dessus. J'ai lu qu'il nous avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Et mon universalisme consiste à penser que si je bénéficie d'un droit, je suis heureuse qu'un autre puisse en bénéficier aussi. Ça n'enlève rien à mes droits à moi. Vous dites un enfant, c'est un papa et une maman. Ce slogan de la Manif pour tous, c'est très réducteur. Bah écoutez, c'est déjà dire aux enfants qui ne sont pas dans ce schéma-là, qui ne sont pas des vrais enfants. C'est chrétien, ça? Je ne crois pas. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi d'enfants parfaitement heureux, dans des configurations familiales très différentes les unes des autres. Et il se trouve qu'en ayant vécu à peu près partout à travers le monde, j'ai vu les ravages de la polygamie, mais je n'ai pas le droit de dire que tous les enfants de familles polygames étaient malheureux. Ce n'est pas vrai non plus. Je suis hostile parce que j'ai 2 amis qui se sont suicidés parce que leur mari devenait polygame. Donc je prends ça assez personnellement à cœur. Elles avaient cru avoir épousé un homme moderne, avec des idées modernes, et quand elles se sont aperçues qu'une seconde épouse arrivait, elles ont mis fin à leur jour. Donc j'ai touché du doigt l'abîme dans lequel l'une comme l'autre sont tombées. Mais j'ai aussi vu des hommes, qui d'ailleurs eux-mêmes sont devenus monogames, et qui étaient issus de familles polygames. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'ils n'étaient pas des vrais enfants? Qu'ils n'avaient pas une vraie affection pour les différentes femmes de leur père, si ils en avaient une? Pour moi, le catholicisme, c'est d'abord le respect des autres
et l'amour comme principe de rapport à l'autre avant le jugement. Et quelle est votre position sur la GPA, la gestation pour autrui? C'est quelque chose sur quoi j'avance à pas très feutrés. Je suis hostile à tout ce qui relève de l'exploitation du corps des femmes. Tout. Ça veut dire une GPA non éthique, ça veut dire une prostitution subie, ça veut dire de la même manière des ateliers où des femmes ou des enfants ou des petites filles sont exploités à coudre de la fast fashion pour des sommes ridicules. J'ai eu, ça paraît peut-être un peu étrange, j'ai eu une amie proche qui était une prostituée en Indonésie, qui est morte du sida. Quand j'avais essayé de comprendre sa vie, parce que ça ressemblait quand même plus ou moins à un choix de vie, si on peut dire les choses comme ça. Elle m'avait dit, est-ce que tu crois que je serais plus heureuse à travailler 18 heures par jour dans un atelier textile, à dormir à côté de ma machine? Qu'est-ce que je pouvais répondre? Bon, elle est morte en même temps. Vos idées, Nathalie Loiseau, sont à l'opposé des positions conservatrices défendues par l'extrême droite et une partie de la droite. Après votre refus d'une minute de silence au Parlement européen à la mémoire de Charlie Kirk, influenceur trumpiste assumé, vous avez reçu des menaces de mort. Quelles ont été la réaction de vos collègues? C'est une histoire compliquée. Enfin, non, c'est une histoire simple en fait. Okay. L'extrême droite s'est emparée de Charlie Kirk sans surprise, puisqu'il avait des idées de l'extrême droite. Oui. Quand il a été assassiné, l'extrême droite a demandé une minute de silence. Et ça s'est passé par des mails entre députés européens. Il y a eu 1, puis 2, puis 80, puis 100 députés d'extrême droite qui exigeaient une minute de silence pour Charlie Kirk. Et j'ai répondu ce que je pensais. J'ai un peu l'habitude de dire ce que je pense. Et j'ai dit, Charlie Kirk est la victime d'un assassinat odieux, ça n'en fait pas un héros, et certainement pas un héros européen. Donc je ne vois pas pourquoi nous respecterions une minute de silence. J'attendais que ma réponse soit une parmi 100, 200, 300. Elle est restée toute seule. Elle a été suivie d'un acharnement sur les réseaux sociaux, mais aussi par courriel, par courrier, avec des menaces de mort qui m'ont conduit à porter plainte. Et ce n'est pas la première fois que j'ai des menaces de mort en tant que femme politique, et je ne suis pas la seule à recevoir des menaces de mort. Je n'aurais pas été tout à fait mécontente d'avoir des témoignages de solidarité. J'en ai eu de mon parti politique, j'allais dire c'est bien le moins, mais j'en ai eu. Mais ça s'est arrêté là. Et ça m'a un peu chiffonné. Et un ami journaliste m'a appelé en me disant « Bon, comment réagit la classe politique? J'arrive pas à trouver des témoignages de soutien. » Je dis bah, « Écoute, à Horizon, il y en a, mais pour le reste, c'est le silence des pantoufles. Oui. » Et c'est une phrase qui n'est pas de moi, mais disant qu'on craint moins le bruit des bottes que le silence des pantoufles. Et là, il m'a dit « Il faut que tu écrives. » Je ne voulais pas. Je ne voulais pas en lui disant « Mais tu vois bien que mon histoire n'intéresse personne. » Il m'a dit, je te demande d'écrire quelque chose, et j'ai écrit une tribune en 1 heure et je l'ai envoyée au Monde qui l'a publiée. Pour dire ça, pour dire, est-ce que vous ne seriez pas en train de laisser avancer un combat culturel en Europe sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres? Parce que, j'y reviens, Charlie Kirk a été lâchement assassiné et il ne méritait certainement pas son sort, mais il prônait la peine de mort pour des opposants pour Joe Biden, par exemple. Et c'était un masculiniste forcené, un raciste, un homophobe. Et on nous dit aujourd'hui que ce qui correspond à des délits dans notre pays... L'IVG et l'Holocauste du XXIe siècle. L'IVG, voilà, enfin des choses quand même absolument vertigineuses. Que ça devrait faire partie de la liberté d'expression. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et je vois bien cette guerre culturelle qui nous est menée par une partie du mouvement MAGA,
qui avance main dans la main avec une forme de définition de la culture traditionnelle européenne imposée par Vladimir Poutine en Russie. Et je ne me reconnais pas là-dedans, et j'ai décidé que dans cette guerre culturelle, je me battrais. Et vous déplorez la main qui tremble d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, face à Donald Trump. Et alors je vous ai amené un journal d'Allemagne, de Thuringe, avec ce dessin de Donald Trump et Vladimir Poutine, qui font de la balançoire sur le dos de l'Union européenne, au milieu, là. Et je pense que vous partagez le point de vue de ce dessin. Je partage le point de vue de ce dessin et je voudrais qu'on redresse la tête. On a tout pour redresser la tête. Ursula von der Leyen nous a gavés de formules sur l'Europe puissance, l'Europe géopolitique. Et depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, elle nous a imposé des humiliations. Où nos dirigeants européens nous ont imposé une succession d'humiliations. Je me souviens du sommet de l'OTAN à La Haye, où le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, appelait Donald Trump papa. Au nom de quoi? Où on était pressé de faire un sommet le plus court possible, parce qu'on savait que le président américain était impatient, qu'il risquait de s'ennuyer, où il fallait le distraire, où il fallait lui plaire en l'emmenant au Palais Royal. Ensuite, on a vu Ursula von der Leyen signer un accord complètement déséquilibré avec les États-Unis. Dans des conditions rocambolesques. Dans les conditions rocambolesques, elle a accepté d'être dans un golfe appartenant à Donald Trump, où elle signe un traité, qu'on pourrait dire traité inégal si on était chinois, et où elle fait le pouce en l'air pour dire vraiment super. Mais non, un peu de dignité. Il faut se respecter soi-même si on veut être respecté par les autres. Et vous avez proposé d'interdire de séjour en Europe le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy, anti-vax, en riposte à l'interdiction de séjour aux États-Unis de Thierry Breton, ancien ministre, ancien commissaire, et de 4 autres personnalités. Est-ce que votre proposition, par exemple, elle a trouvé un écho, Nathalie Loiseau, parmi les élus et les responsables européens? J'avoue que c'était un peu une boutade, mais si on doit considérer qui est dangereux pour l'avenir de la planète, je ne pense pas que ce soit Thierry Breton, qui d'abord n'est plus commissaire européen et qui a proposé des lois de régulation du numérique que nous avons votées, que nos démocraties ont voulu et voté. Le Digital Service Act. Le Digital Service Act qui consiste à faire en sorte que ce qui est interdit dans la vraie vie soit interdit en ligne, ce qui paraît logique. Assez sain en fait. Mais quand je vois effectivement le secrétaire américain à la santé diminuer drastiquement le nombre de vaccins, quand je vois la rougeole revenir aux États-Unis, maintenant le tétanos, et quand je vois que les États-Unis coupent l'aide au développement en matière de santé aux pays les plus pauvres de la planète, je me demande qui est dangereux. Et je crois que j'ai la réponse. Et vous parlez cash, et vous dites que certains vous le font payer cash. Oui, mais je me souviens de la citation d'Oscar Wilde, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Donc j'ai décidé d'être moi-même. Et je crois que dans cette période où il y a une défiance considérable des citoyens vis-à-vis de leur classe politique, en France mais pas seulement, on doit à nos concitoyens une authenticité. Après, ils prennent ou ils ne prennent pas, ils apprécient ou ils n'apprécient pas, ils élisent ou ils n'élisent pas. Mais je n'ai pas envie de leur prétendre que je suis quelqu'un d'autre que ce que je suis. Et la vie politique, ce n'est pas un chemin de rose. Est-ce que vous avez, pour tenir, est-ce que vous avez des techniques de relaxation, de méditation? Ah, je vois où vous voulez en venir. Je n'ai pas fait des études de chinois pendant aussi longtemps pour ne pas m'être mis au tai chi. Et donc oui, je suis une pratiquante assidue du tai chi, dont il faut toujours se rappeler que c'est un exercice, une gymnastique excellente pour l'équilibre et la longévité, mais qu'au départ, c'est un art martial. Et que tout ce que vous pouvez faire gracieusement le matin dans un parc avec les petits oiseaux et le soleil qui se lève peut aussi servir à mettre par terre un adversaire. Et donc vous le pratiquez quotidiennement? Oui, bien sûr. Une dernière question. Vous dites il faut changer soi-même ou changer le monde. Alors vous avez changé, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de changer le monde?
Écoutez, c'est le pessimisme de la réalité et de la raison et l'optimisme de la volonté. Si je ne le pensais pas, je ne ferais pas de politique. Je me lève tous les matins, un peu comme un lapin du Racel. Parfois, j'ai des moments de colère ou des moments d'inquiétude parce que la planète ne tourne pas très rond. Et parfois, je me dis, comme me disait Simon Bolivar, que je laboure la mer. Mais j'espère que ça n'est pas le cas. Et il faut rester très modeste. Il ne faut pas croire qu'on peut sauver le monde. Il n'y a pas de chevalier blanc. Je ne crois pas au personnage du sauveur. Mais il faut se demander tous les jours si on a apporté un petit caillou à quelque chose de plus grand. Merci infiniment Nathalie Loiseau d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous de votre attention et on vous dit à très vite sur YouTube de France 24 et sur les podcasts. Merci à vous.